Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonsoir également au Pavillon des Sciences. Toujours un plaisir de retrouver nos amis de Montbéliard. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, on t'entend bien. Parfaitement. Vos enfants, donc, parce qu'en ce jour de rentrée, pas tout à fait de rentrée, mais c'était il y a 2 semaines, mais en ce mois de rentrée, nous allons parler de vos enfants. Vos enfants sont intelligents, sont vivants, ils sont entourés de copains et de copines. Ils ne présentent ni troubles visuels ni troubles auditifs, et pourtant, à l'école, ils n'apprennent pas comme les autres. Alors, on parle de troubles d'apprentissage. Pour faire vite, quelles en sont les causes, quelles en sont les manifestations, comment vivre avec dans une société normative sans perdre l'estime de soi ou tout simplement sans se sentir bête, quelle remédiation, quel contournement, que faire, quel est le rôle de l'éducation nationale pour nous aider. Pour en discuter ce soir avec nous à Paris, à ma gauche, Catherine Billard. Bonsoir madame. Vous êtes pédiatre et neurologue. Vous avez été responsable du centre de référence des troubles de l'apprentissage à l'hôpital Bicêtre. À côté de vous, Caroline Huron, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'INSERM, au laboratoire de neuroimagerie cognitive. Vous êtes, si je ne me trompe pas, spécialisée dans la dyspraxie. Et vous dirigez cette association, ou du moins vous êtes partie prenante dans cette association, qui est l'association du cartable fantastique. Nous en parlerons tout à l'heure. À Montbéliard, bonsoir Lionel Ligelser. Vous êtes psychologue à l'éducation nationale. À côté de vous, Inès Youn, pardon, vous connaissez les troubles de l'apprentissage. Vous êtes la maman de 3 enfants qui eux-mêmes connaissent des troubles d'apprentissage. Avec vous, si je ne m'abuse, votre plus jeune garçon, c'est ça? C'est mon enfant du milieu, oui. C'est l'enfant du milieu. Alors, dans ma tête, il s'appelle Hugo, mais j'ai vraiment peur de dire une bêtise. Donc, on va clarifier tout de suite l'affaire. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Léonard. Léonard, voilà. Je préfère d'ailleurs, pour tout vous dire, je trouve ça beaucoup plus original. Nous allons, pardon pour les Hugo de la salle, nous allons commencer tout bêtement par vous. Vous savez qu'on aime bien voir en cette orée, en ce début de conférence, de quelle idée on part au sujet du sujet de la soirée. Donc, on joue, si on peut dire comme ça. Combien d'enfants 10, à votre avis, présentent en France plusieurs troubles de l'apprentissage? On va le voir à l'instant, que les troubles d'apprentissage sont multiples. 10% d'entre eux, 20% d'entre eux, ou 40% d'entre eux. Oui, plusieurs troubles. Je suis sûre que vous connaissez la réponse. 10%, 20% ou 40%. 40% des enfants qui connaissent des troubles d'apprentissage en connaissent plusieurs à la fois, ou 20% ou 10%. Alors, qui dit 10? D'accord. 20. Mesdames, vous n'avez pas le droit de jouer. 40. Ah, vous êtes partagés entre 20 et 40%. Nous verrons ça sûrement au cours de la conférence, d'ailleurs. Troubles d'orthographe et de l'écriture, souvent diagnostiqués tardivement à l'école primaire pour être associés à une dyslexie. Est-ce qu'on parle de dysgraphie? Parle-t-on de dyscalculie? Parle-t-on de dyspraxie? Qui pour la dysgraphie? Personne. Qui pour la dyscalculie? Oui, tout à fait. Comment nomme-t-on les troubles de l'orthographe et de l'écriture, souvent diagnostiqués tardivement à l'école primaire, pour être associés à une dyslexie? Alors, est-ce qu'on parle de dysgraphie? Est-ce qu'on parle de dyscalculie? Ou est-ce qu'on parle de dyspraxie? Qui pour la dysgraphie? Il n'y a pas de réponse juste, c'était pour voir si vous suiviez. On en parle tout à l'heure, à l'instant. La dyscalculie et la dyspraxie. Alors maintenant, vous savez, et du coup, vous n'osez plus lever la main, de peur d'être ridicule. 3. Le développement des troubles 10 sont directement liés à l'environnement socioculturel de l'enfant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faux. Vrai. Est-ce que la réponse est si tranchée? On va le voir ensemble. Catherine Billard, aucune réponse juste dans la question 2. Aucune réponse juste. Est-ce qu'on peut se mettre d'emblée d'accord
sur ces terminologies de 10, de troubles de l'apprentissage. On va essayer. Alors, en avant. Ça marche. Alors, de quoi parle-t-on? En tout cas, on en parle beaucoup. Mais effectivement, ce n'est pas inutile de clarifier les termes derrière une représentation que chacun a parfois de façon un peu floue. Les troubles 10, c'est ce qu'on appelle dans les classifications internationales les troubles spécifiques des apprentissages ou du langage ou de la coordination des gestes. Ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui vont altérer de façon durable et spécifique un apprentissage ou une fonction cognitive alors que le reste fonctionne bien. C'est un terme qui... j'ai la panique, voilà, c'est ça. Dans la vraie vie, en fait, je voulais parler dans la vraie vie de Léonard, par exemple. Alors, dans la vraie vie, c'est par exemple Pierre, qui est en CE2 et qui lit orthographie très difficilement, très lentement, avec de nombreuses erreurs, alors qu'il voit bien, qu'il entend bien, même s'il a des lunettes, qu'il entend bien, qu'il n'a pas de trouble psychiatrique ni de pathologie neurologique. Mais ça peut être tout à fait autre chose, effectivement. Je me tourne vers Caroline, ça peut être Chloé, qui, elle, parle très bien, lit très bien, mais son écriture est totalement illisible et elle a un mal fou à construire le nombre et le calcul. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la constellation des troubles 10? Des points communs et une diversité. Les points communs, c'est simple. Vous avez compris, c'est le contraste entre une fonction ou un apprentissage altéré qui met à mal l'enfant à l'école et à la maison, et des talents préservés qui vont construire son avenir. C'est-à-dire qu'on va cibler notre action sur ce qui le perturbe et on va cibler son avenir sur ses talents. Le deuxième point commun, c'est qu'ils existent effectivement. Alors, moi, je ne dirais pas le pourcentage qui ont plusieurs troubles, parce que ça, je ne crois pas qu'on ait vraiment d'études épidémiologiques, mais par contre, on sait qu'il y a environ 8% des enfants qui ont un trouble 10, c'est-à-dire un dans chaque classe, un dans chaque école. Le troisième point commun, c'est qu'ils ont des conséquences néfastes, mais évitables. Alors, comme on ne peut pas tellement éviter les conséquences de l'âge, on pourrait peut-être mettre vraiment tout notre paquet pour ces conséquences évitables. Maintenant, il y a une grande diversité. Chacun de vos enfants est unique, mais chaque enfant 10 est effectivement unique. Il est unique par le type de trouble qu'il présente. C'est sûr que ça n'est pas du tout la même chose pour Pierre et Chloé. Il est unique par la sévérité du trouble. Ça peut être très modéré, mais un trouble modéré, ça peut mettre très en souffrance un enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il peut être très sévère, et c'est encore un vrai problème. En 2019, on voit encore des enfants non lecteurs à 10 ans. Enfin, le dernier point important pour la diversité, c'est que l'environnement dans lequel il vit ne va pas être le même. Alors, je voulais juste rajouter qu'après le centre référent de Bicêtre, j'ai fondé avec la mairie de Paris et l'inspection d'académie un centre ressources en quartier défavorisé, ce qui me paraît relativement utile. Nous allons bien entendu en parler. Donc, l'environnement, alors ça peut être une précarité de l'environnement qui n'en est pas la cause exclusive, mais qui va aggraver les choses, compliquées, et ça peut être aussi une fragilité d'ordre plus psychologique, qui ne sera pas non plus la cause unique, mais dont il faudra tenir compte. Merci. Quand vous dites alors des causes qui ne seront pas la cause unique, mais qui peuvent aggraver ou retarder peut-être le diagnostic d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose, je pense à Léonard et à sa maman, maintenant que je connais bien son prénom, est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'héréditaire? Alors, il y a effectivement des cas familiaux, c'est tout à fait évident, et c'est un des facteurs qui permet d'être encore plus attentif et plus précocement attentif chez un enfant dont un des parents ou un frère ou sœur a eu des difficultés. Mais c'est une génétique probabiliste, hein, c'est assez compliqué, et donc on ne sait pas tout des causes, même si on sait que ça se passe dans le cerveau. Vous avez cette jolie phrase, je trouve, enfin j'ai trouvé quand on a discuté ensemble, vous dites que la plupart du temps, ces enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage ont un trajet inhabituel
Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée ? Si vous voulez, et ça on en parlera dans Confetteux, que fait-on ? En fait, les enfants ont des obstacles dans la vie, des apprentissages. Et il y en a qui les surmontent naturellement. Ça se passe bien. Et puis, il y a des enfants qui ne les surmontent, qui ont un trajet inhabituel. Ils n'arrivent pas à les surmonter naturellement. Pour certains, l'aide à l'école, ça va leur suffire. Pour d'autres, ce sont des futurs 10. Alors, justement, que fait-on ? Comment prend-on en charge ces enfants ? Parce que j'imagine que ce genre de troubles, s'ils peuvent être bien vécus, peuvent être aussi source de dépréciation de soi, sans parler de mise à l'écart, mais de dépréciation de soi. Alors comment on prend en charge justement ces troubles ? Comment on les identifie ? Grâce à quels acteurs ? Et comment les prend-on en charge ? Alors, je vais un petit peu contourner la question, mais après on s'adaptera. Vous faites absolument, vous êtes maîtresse de vos réponses. Vous faites absolument ce que vous voulez. Déjà, pour reprendre ce que vous disiez, il faut remettre les troubles 10 à l'intérieur de la variabilité du développement de chaque enfant. Et c'est une notion qui est importante. J'ai mon deuxième accès de panique, mais ça va se passer, je vous assure. J'ai l'habitude. D'autre part, il faut malheureusement, malgré tous les progrès, il faut savoir que nous n'avons pas de vaccin. Je m'explique. Oui. On ne peut pas aujourd'hui diagnostiquer une dyslexie avant l'apprentissage de la lecture, avec certitude. Et de toute façon, on ne saurait pas quoi faire pour l'éviter. On n'a pas non plus de moyens très, très ciblés, très, très certains, pour savoir, chez un enfant qui peine à l'apprentissage de la lecture en CP, si ça va se régler grâce aux interventions pédagogiques à la fin de l'année, ou si il va vers une dyslexie. Donc on a quand même un certain nombre d'éléments qui sont un petit peu compliqués, on n'est pas tout à fait au summum de ce qu'on peut, et donc ce qu'il faut, c'est définir finalement l'action dont l'enfant va avoir besoin, qui va se dérouler de l'école, continuer avec les soins toujours avec l'école, puis éventuellement évoluer vers l'accompagnement du futur adulte. Qui identifie alors ces actions à mener ? Qui identifie le trouble ou qui identifie Alors, parce que j'imagine que le maître d'école ou le professeur voit, mais après, est-ce qu'il a besoin d'autres partenaires ? J'ai essayé de contourner, mais vous me ramenez, c'est bien. C'est un juste jeu. Ceux qui vont repérer qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans le trajet, ça va être les parents, l'enseignant, la grand-mère, un certain nombre de choses. Qui va ensuite diagnostiquer le 10, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le trajet inhabituel qui, grâce à l'intervention, récupère. On est dans un trouble 10. Ça va être un ensemble de professionnels de la santé adaptés au type de trouble de l'enfant. Vous parliez de l'école, vous disiez « et l'école », et toujours l'école. Vous insistez beaucoup sur l'école, sur l'action de l'école. Est-ce qu'on peut en parler ? Ben oui, bien sûr. Je pense que Caroline y reprendra avec peut-être plus de légitimité, quoique j'ai quand même j'ai beaucoup navigué avec les enseignants des enfants qui ont ces troubles. Ben, d'abord, à l'école, il y a les interventions pédagogiques. Je crois qu'il faut le dire, effectivement, c'est important. Il y a des évaluations nationales qui sont faites non pas pour embêter les enseignants et les enfants, mais pour repérer les difficultés et pour intervenir de façon à aider l'enfant à passer les obstacles. Ces interventions, elles ont été évaluées, même en France. On y a participé. Et les résultats sont consensuels. Plus de la moitié des enfants de CP ou de CE1, par exemple, qui sont en difficulté de lecture, résolvent le problème dans l'année grâce à ces interventions spécialisées. Évidemment, ce n'est pas assez pour un trouble 10. Et là, il va falloir y associer quelque chose. Mais c'est aussi l'intérêt de ces interventions, c'est aussi du coup de pouvoir cibler les actions de soins sur les enfants qui en ont besoin, d'avoir d'abord agi là où l'enfant est, cibler les actions de soins sur les enfants qui en ont besoin et du coup permettre des prises en charge plus intensives. Trouver des remédiations, peut-être plus que des remèdes d'ailleurs. Parlez-nous justement de l'action que vous menez dans les quartiers que vous dites défavorisés.
l'action qu'on mène dans les quartiers défavorisés, c'est la même que ce qu'on mène à Bicêtre dans un centre référent. C'est à partir du moment où un enfant est en difficulté, n'a pas eu de soins adaptés ou bien a eu des soins adaptés, mais le problème ne se résout pas, l'intervention d'un centre ressources qui soit bien pluridisciplinaire et qui puisse proposer des bilans et une action. Ce qui est important dans les quartiers défavorisés, c'est que là où vous avez une fonction cognitive, une boîte un petit peu limite, quand vous avez un milieu favorisé, une maman, un papa, une grand-mère, des grands-pères, etc., il y a tout pour compenser. Quand vous êtes dans un quartier défavorisé, vous avez plus de difficultés à mettre en place le langage. Enfin, vous pouvez avoir plus de difficultés à mettre en place le langage. Et puis, on connaît la difficulté des écoles qui ont beaucoup d'enfants en difficulté, et on connaît la difficulté d'accès aux soins des milieux défavorisés. Vous avez eu cette phrase étonnante, vous avez dit que les enseignants dans les quartiers défavorisés ont perdu l'idée du trajet habituel. C'est-à-dire comme si, finalement, il y avait une sorte de brouillage, en fait, des marqueurs des troubles d'apprentissage. C'est le problème, c'est quand vous avez... Quand on avait fait une enquête épidémiologique, il y avait, dans les quartiers défavorisés, il y avait jusqu'à 20% ou 25% d'enfants qui ne savaient pas lire en janvier CE1. Donc, du coup, quand vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas dans la même situation que l'école à côté de la Tour Eiffel, où il y a 3 enfants dans la classe, ou 2 enfants, ou un enfant qui a des difficultés. Donc, si vous voulez, du coup, c'est important d'avoir ces évaluations nationales. Elles sont nationales. Elles nous donnent un repère face au développement normal. Finalement, l'objectif, c'est pas de les laisser s'effondrer, c'est de faire dans les quartiers défavorisés la même chose, ou presque la même chose que ce qu'on fait dans les autres quartiers. Et les utiliser correctement, parce qu'elles ne sont pas toujours très bien utilisées, ces évaluations nationales, en fait. Les utiliser, alors... c'est pas les... Oui, alors je vais défendre les enseignants, c'est pas les utiliser correctement, c'est après soutenir les enseignants, ça c'est un vrai problème, je pense que Caroline en parlera, oui. Pour qu'ils puissent mettre les actions. Alors il y a la question des ressources humaines, mais ça, le dédoublement des CP et de CE1 offre déjà une possibilité, mais il y a aussi aider dans la pédagogie différenciée, et c'est là où je prône la nécessité qu'il y ait un rapprochement un petit peu comme il y avait dans le plan Langage 2000 de l'éducation nationale et de la santé. Vous êtes vraiment parfaite. Vous venez de faire ma transition pour aller voir nos amis de Montbéliard. Montbéliard, vous nous entendez ? Oui, bonsoir, rebonsoir, Lionel Ligenser. On vous appelle, on parle de vous, on parle de l'éducation nationale. Vous êtes donc psychologue à l'éducation nationale, d'accord ? Et vous travaillez... Tout à fait. Vous travaillez autour de ces troubles d'apprentissage, d'accord ? C'est ce que vous m'avez dit quand nous avons discuté ensemble, que quand on parle de troubles d'apprentissage, il faut d'abord sortir des mythes. Alors, quels sont-ils ces mythes attachés à ces troubles ? Alors, peut-être juste avant de commencer là-dessus, je voudrais préciser que je me retrouve complètement dans ce que votre intervenante vient de développer. C'est-à-dire que la question sur laquelle on travaille, celle des troubles spécifiques des apprentissages, c'est la question de la complexité et de la diversité. C'est-à-dire que on en avait un peu parlé lorsque on est face à une demande, face à des parents, à des enseignants qui abordent une difficulté particulière chez un enfant. Il va s'agir en première instance de s'attacher à quelque chose d'assez difficile qui est déterminer la limite dans un continuum qui se situe, je dirais, de la normalité au pathologique. Et c'est-à-dire entre des aménagements pédagogiques qui permettraient d'améliorer la situation ou une prise en charge plus spécifique avec des professionnels adaptés. Et je dirais que c'est toute la question du repérage, du dépistage, du diagnostic. Et pour revenir sur cette question des mythes, c'est vrai que autour des demandes qui soient des demandes d'aide de la part des familles ou des enseignants, il y a et de l'inquiétude et en même temps une forme de recherche de solutions parfois un peu magiques et immédiates.
Et une partie de mon travail, c'est d'avancer avec les familles, avec les enfants, avec les enseignants et les professionnels sur la réalité de ce qui est difficile, parce que parfois c'est pas forcément le porteur du symptôme qui va être nécessairement le plus en difficulté, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est l'élève qui rencontre des difficultés au cours de ses apprentissages qu'il va être le seul à avoir besoin d'un soutien. C'est-à-dire que la famille, l'enfant sont aussi des partenaires et je dirais des membres à part entière dans le soin qu'il y a à mettre en place autour de ces situations. Oui, vous parlez de multiplicité des éléments psycho-affectifs, en fait. Il n'y a pas seulement... L'enfant peut finalement vivre bien, plutôt bien, et l'anxiété peut venir justement de ses parents qui ont l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas avoir élevé l'enfant correctement, ou d'être peut-être à l'origine de ces troubles. Oui, tout à fait. Et là, parfois, il peut y avoir un risque, je dirais, de pathologisation de la simple difficulté scolaire. C'est un peu ce que je vous disais avant, hein, c'est trouver cette limite entre, et cette limite, c'est souvent la souffrance, qui va permettre d'aller vers un diagnostic de troubles spécifiques avec une prise en charge adaptée, et d'ailleurs des adaptations à l'intérieur de la classe, à la maison. Sur la question de cette inquiétude qui saisit les familles, je pense que elle est aussi liée à une période que l'on vit, dans laquelle la pression à la réussite et on va dire au rendement est importante, même chez les enfants, ou même pour les enfants. Vous le dites, j'interviens à partir du moment où quelqu'un souffre. Mais dites-moi, qui vient vous chercher ? Je dirais que c'est assez varié. Et dans le cas des troubles spécifiques, des apprentissages, on est sur une proportion de moitié-moitié entre les familles et les enseignants. C'est-à-dire que parfois, un enseignant peut se retrouver dans une situation vraiment difficile parce qu'il a à cœur de faire progresser ses élèves. Et malgré les adaptations, malgré sa connaissance de la pédagogie, eh bien, il se retrouve face à des difficultés qui résistent, entre guillemets. Et dans ce cas-là, c'est lui qui souffre. Et donc c'est lui qui peut faire appel à moi. Et puis dans d'autres cas, eh bien c'est comme on le disait, c'est quelqu'un de la famille, de l'entourage, qui s'inquiète de voir des apprentissages qui stagnent ou un décalage trop important, un enfant qui se plaint d'avoir d'importantes difficultés en lecture, d'être le dernier, des choses comme ça, quoi. Où en est l'éducation nationale des troubles d'apprentissage ? Il y a une prise de conscience, sûrement. Il y a des outils qui sont mis en place, on le verra, mais quoi d'autre ? Alors, je dirais que du côté de l'éducation nationale, les choses se mettent en place progressivement et aujourd'hui de façon quand même plutôt construite. Je parlais de tout ce qui concerne le repérage et le dépistage. Et là, c'est l'importance de l'information et de la formation auprès des professionnels. Et elle se fait dans la mesure du possible, évidemment. Mais elle permet, je pense, à mes collègues de distinguer assez rapidement quand même les situations qui dépassent le simple aménagement pédagogique. Et puis, pour rentrer dans les choses un petit peu techniques, il existe différentes formes de contrats entre l'éducation nationale, la famille, les professionnels, donc le plan d'accompagnement personnalisé, qui permettent d'institutionnaliser les adaptations, les mises en place de matériel particulier qui vont accompagner et permettre le plus possible la réussite et les progrès dans les apprentissages pour l'enfant, non seulement pour l'année en cours, c'est-à-dire le moment où l'enseignant ou la famille aura fait appel, par exemple à moi, mais aussi pour les années à venir, ce qui évite aux uns et aux autres de chaque fois refaire la démonstration de la réalité du trouble. Vous mettez en garde contre une pathologisation des différences scolaires. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ? Eh bien, ça rejoint un sentiment que je peux avoir. J'en parlais avant, la notion de rendement, de réussite. La réussite
pour tous reste quelque chose d'assez relatif en fonction de ce que l'on met derrière ces termes. Réussite et performance peuvent, ou en tout cas la quête de réussite et de performance, peuvent amener des comportements, je dirais, d'anxiété. Et face à peut-être un enfant qui ne serait pas totalement dans la performance, le risque est de venir chercher, il me semble, une sorte de, je dirais, de baguette magique, ou en tout cas de solution miracle, qui permettrait de tout régler, ou alors de tout excuser. Hein. Ce serait un trouble, et puis on s'arrêterait de travailler, ou il n'y aurait plus d'adaptation à mettre en place. Je dirais que les difficultés scolaires, c'est quelque chose de connu. Le monde enseignant sait faire avec, et il n'est pas forcément nécessaire d'entrer dans une forme de diagnostic, je dirais, sévère, critique de tout ce qui est difficile. Si on compare les collèges et les lycées, mais les collèges, hein, puisque les petites écoles et les collèges de centre-ville, et les collèges qui seraient classés en REP, est-ce que vous avez observé des différences dans l'approche de ces troubles, dans la manière dont on vous sollicite, dans la manière dans ce qu'on attend de vous ? Oui, c'est vrai que je travaille sur un secteur qui est assez diversifié. Hein. Je travaille sur un secteur REP+, et aussi un secteur de centre-ville. Donc on parlait avant des écoles autour de la Tour Eiffel et puis dans d'autres quartiers peut-être plus difficiles. Donc je vois bien de quoi il s'agit. Et c'est vrai que tout ce que disait votre invité, je ne peux que être d'accord et conforter cette idée. C'est-à-dire que quand on est dans un milieu familial suffisamment étayant, on va pouvoir trouver comme ça des moyens, des ressources de remédiation qui vont certainement faciliter, je dirais, le fait de sortir d'une ornière sur le plan des apprentissages. Alors que lorsqu'on se trouve dans peut-être une situation, on va dire, un terreau social et éducatif peut-être un peu moins riche, ben les difficultés sont plus criantes et tout de suite deviennent plus importantes. Je pense notamment à l'importance de la maîtrise de la langue. Il me semble que la maîtrise de la langue à l'oral, en premier, est un élément absolument important, voire vital sur le plan des apprentissages. C'est sûrement pas Léonard qui vous dira le contraire. Bonsoir Léonard, bonsoir. Bonsoir madame. Inès Jund, à côté de vous. Vous vous connaissez d'ailleurs, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on se connaît bien. Bon, vous vous connaissez bien. Milieu familial étayant, je crois que c'est le cas de votre famille. On va peut-être commencer par vous, madame, et puis peut-être qu'on donnera après la parole à Léonard s'il veut bien parler, mais il n'est pas obligé. Hein. On a le trac à tous âges, on l'a vu tout à l'heure. Racontez-nous un peu cette histoire qui est presque un peu une histoire familiale, cette grande histoire d'amour que vous avez avec les troubles de l'apprentissage. Donc, je suis maman de 3 enfants, une maman dyslexique. Donc, quand on a diagnostiqué en premier lieu la dyslexie de Léonard, j'ai pas été étonnée et ça m'a pas inquiétée. J'ai été tout de suite bien entourée par les institutrices. Alors, à quel moment on a diagnostiqué la dyslexie de Léonard ? Léonard a été diagnostiqué en CP. D'accord. Par les professeurs ? Donc, par ses institutrices. Voilà, il avait 2 institutrices en CP. Oui. Et l'apprentissage de la parole pour Léonard était difficile. Donc il était déjà chez une orthophoniste depuis la maternelle. L'orthophoniste m'a dit, on va pas faire d'orthophonie durant le CP, il aura déjà assez avec l'apprentissage de la lecture. Et donc les institutrices ont pris le relais de l'orthophoniste. Et ça, j'ai trouvé exceptionnel. Et après, on a été soutenus par Lionel dans l'apprentissage de la lecture. Parallèlement à ça, on a rencontré le docteur Kersia sur Beaune. Oui. On a mis en place des accessoires, entre guillemets, pour aider Léonard dans l'apprentissage.
Donc on avait des pupitres inclinés, il pourra peut-être vous en parler, pupitres inclinés, des semelles pour la proprioception et des exercices de respiration. Donc je pourrais dire qu'on a mis tout en place pour que son apprentissage de la lecture se passe au mieux. Alors là, on est vraiment dans ce qu'on appelle des remédiations, des contournements en fait, et des solutions apportées pour démarrer l'apprentissage de la lecture. Ouais. Vous avez dit, je n'ai pas été inquiète. Non, parce que j'ai réussi à m'en sortir, on va dire. Je dirais à m'en sortir parce que quand j'étais enfant, donc ça a été diagnostiqué en CE2, je me rappelle encore me voir à côté de l'institutrice écrire en rouge les dictées 32 fautes. Je le vois encore, j'avais 8 ans. Et cette institutrice-là n'a pas voulu prendre en compte ma dyslexie, en fait. Elle me disait pas que j'étais bête, mais limite. Et j'ai changé d'école. Et là, j'ai été pris en main par des orthophonistes, par une institutrice qui a pris les choses à cœur, en fait. Et je m'en suis sortie grâce à ça. Et je me suis dit, dans l'école où sont mes enfants, vu l'écoute qu'il y a dès le démarrage du CP, on s'en sortira. Et c'est vrai que j'étais pas inquiète par rapport à ça. Je pense que la société a évolué par rapport à moi aussi, par rapport à la dyslexie que j'avais quand j'étais plus jeune. Et on a mis vraiment on a fait tout ce qu'il fallait pour que Léonard s'en sorte. Mes 2 autres filles sont aussi dyslexiques, mais la grande a réussi à compenser avec des aides et aussi avec le docteur Kersia. Et la plus jeune est en train de bien compenser aussi. Donc, grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place et le soutien des institutrices et de Lionel tout au long du primaire, en fait. Est-ce que Léonard peut me parler de cette histoire de lion en cage, du test du lion en cage ? En fait, tu peux nous en parler, parce qu'en fait, on t'écoute tous et toutes. En fait, je me rappelle plus très bien de la cage, mais par contre, il y a un test que je me rappelle, c'est le point. Ouais. C'est surtout celui que j'ai fait principalement. Donc en fait, on avait un point blanc qui était fixé sur le mur en face, et on avait des lunettes qui faisaient un trait. Et quand je regardais moi au début, le trait, il était plus bas que le point blanc ou plus haut. Ça dépendait. Et au fur et à mesure des années, le trait il se rapprochait du point. Et l'année dernière, c'était complètement le trait était complètement sur le point. D'accord. Et on faisait ça avec chaque œil. D'accord, donc ça veut dire que tu as réussi à compenser quelque chose. Oui. Dis-moi, tu t'es aperçu, toi, quand tu étais en CP, tu t'es aperçu de ces troubles ? Est-ce que tu te rendais compte ? Je voyais vraiment que j'avais du mal sur la lecture, surtout. Ouais. Et sur l'écriture. Je faisais énormément de fautes d'orthographe. Mais en mathématiques, j'avais aucune difficulté. J'arrivais à comprendre et j'avais des facilités. Donc, voilà. Et alors, ces pupitres inclinés, ces semelles, et ces exercices de respiration, est-ce que tu peux arriver à nous expliquer en quoi ça a été important pour toi ? Déjà, le pupitre, ça permettait de mieux se concentrer en classe. Parce que quand on a la table normale, je sais pas trop, mais ça joue un petit peu, je pense. Oui. Alors que quand on a le pupitre incliné, on arrive mieux à se concentrer. Et pour les semelles ? Et le semelle, en fait, moi, je suis, je sais pas comment ça s'appelle, mais je suis trop en avant. Ouais. Et je marche énormément sur la pointe des pieds. D'accord. Et du coup, les semelles, ça m'a permis d'arriver à déjà moins marcher sur les pointes des pieds. Et ça m'a redressé un petit peu. Et les exercices de respiration ? Ça permet le soir de se détendre et d'arriver à mieux dormir et à plus se concentrer de ce qu'on a appris dans la journée. Ta maman m'a dit que tu avais de nombreux moyens mémotechniques, en fait, pour apprendre. Est-ce que tu peux nous en donner 2 ou 3 ?
Ça peut nous servir peut-être. Oui, les moyens que j'ai trouvés, c'est moi qui les ai trouvés. Et ce sont vraiment les tiens. Oui. Ouais, c'est important. Donc, moi, quand j'apprends, je dois écrire. Quand j'écris, j'arrive mieux à enregistrer ce que j'apprends. J'arrive pas à apprendre en me parlant. Comme une poésie, si on me la récite et que je dois réciter après, ça rentrera moins que si j'écris. Ouais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, imaginons sur une poésie de 5 lignes, j'apprends déjà une ligne en écrivant, après j'écris la deuxième, et je réécris tout le temps, jusqu'à qu'au bout d'un moment, ça rentre. Donc ça, c'est un de tes moyens. Tu es en quelle classe à présent ? Là, je suis en 4e. Alors, tu dois faire, j'imagine, des analyses de texte, par exemple. Oui. Alors, comment tu t'y prends ? Parce que je crois que tu as aussi une stratégie, là, pour répondre aux questions qu'on te pose. Donc, s'il y a un texte, comme en histoire géo, la plupart du temps, on fait des analyses de texte où il y a des exercices. Il y a un document, il faut répondre aux exercices. Donc, si c'est sur le livre, je ne peux pas stabilonner. Ouais. Mais sinon, si c'est sur des feuilles, des documents qu'on me donne, là, je stabile. Tu stabilotes. Bientôt, le mot sera dans le dictionnaire. Tu peux l'employer sans problème. Et ça me permet de mieux arriver à me concentrer et de vraiment avoir plus facile d'apprendre. Oui, de ne pas être angoissé en fait par l'écriture de la réponse, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu as d'autres trucs ? Est-ce que tu as des outils, des choses qui t'aident, qui sont importantes pour toi ? Je dirais... Non, mais tu as déjà dit beaucoup de choses, hein. C'est surtout écrire. Ah oui, et ce qui fonctionne bien, imaginons on a une leçon. Ouais. Une leçon, moi j'ai écrit sur des fiches, donc la leçon. Donc j'écris pas toute la leçon parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup, mais j'écris ce qui est le plus important. Et après j'ai dans un classeur, donc j'ai toutes les matières. Et comme ça le soir, je peux relire comme ça avant de m'endormir. Et ça permet d'arriver plus pour le lendemain matin s'il y a un contrôle. En fait, si je t'écoute bien et si je suis bien, ces troubles de l'apprentissage, ça t'a rendu super malin et super travailleur. Parce que tu bosses 10 fois plus que mon fils. Hein. Enfin... Ouais. C'est surtout que ma maman m'a bien aidée. Ouais. Donc déjà... tous les mercredis, on passait des heures et des heures à faire les devoirs. Oui, donc l'importance de l'entourage dans ces cas-là, sous-entendu, bien sûr, moi je l'aide pas, ça c'est pas grave, je l'ai pas entendu. Rabat-joie. Donc oui, l'importance du soutien de l'entourage, ça c'est et de tes professeurs aussi. Oui, alors au collège et en primaire, il y a beaucoup eu d'aide. Donc au collège, comme en histoire géo, ça dépend des profs, mais il y a des profs en fait qui me donnaient carrément tout le cours imprimé. Et moi, ce que je vous disais, c'est que j'arrive pas à apprendre. Il faut que j'écrive pour comprendre et pour apprendre. Donc ce que je faisais, c'est que je collais une partie tous les cours, et sinon j'écrivais le cours en classe. Super. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, j'aimerais bien être kiné. Kiné, très bien. Caroline Huron, c'est fantastique, non, j'imagine. C'est fantastique comme votre cartable, non ? C'est pas ça ? On va être obligé de détricoter certaines choses. Je suis désolée, mais bon, moi, je suis quand même une scientifique, et puis Catherine est une médecin. Détricotons, donc il y a des choses qu'on peut pas... Détricotons, ou apportons des éclairages. On va faire ça. Comme ça, on laisse quand même... Mais voilà. D'abord, il faut féliciter Léonard qui a mis en place des stratégies qui sont typiquement des stratégies intelligentes. Il a dit que c'était les siennes. Et c'est les siennes. Il a bien insisté là-dessus. Et bravo là-dessus. Léonard, tu devrais même les publier avec Lionel et ta maman. D'autre part, c'est clair qu'il a été très étayé par sa famille, par ses enseignants. Mais il y a une chose que je ne peux pas laisser passer comme ça, je suis désolée. Ou que vous devez corriger. Ben oui, je dois corriger, d'autant qu'il se trouve
que j'ai évalué une demande de financement pour une recherche sur la posturologie. C'était de la posturologie dont on parlait dans le pupitre, les exercices zen et les semelles orthopédiques. Il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité de la posturologie dans aucun des troubles 10. D'accord. Je suis désolée, mais je crois que je ne peux pas laisser courir l'idée, même si c'est peut-être ça peut paraître un peu violent, courir le fait que ça fait partie des mythes, ça. Ça fait partie des mythes. Alors, ça a fonctionné pour ce garçon, et pourtant, c'est pas lié comme ça fonctionnerait sûrement pour plein de gens. Non, ça a fonctionné. Attendez, on ne peut pas dire que parce qu'on a eu quelque chose, c'est ça qui a fonctionné. Oui, il y a aussi d'autres choses. Bien sûr. Je crois, enfin, moi, je ne peux pas, je pense que Caroline me soutient, je ne peux pas laisser planer l'idée qu'on envoie en posturologie un enfant dyslexique. Je ne peux pas, je suis trop âgée. Vous êtes trop âgée pour ça, Caroline, qui est moins âgée, mais vous êtes tout aussi... Je suis plus jeune, mais je suis chercheuse scientifique et on est ici à l'INSERM. Donc c'est vrai qu'on cherche quand même à proposer des remédiations, des rééducations qui ont apporté un minimum de preuves scientifiques de leur efficacité. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Elle a en plus le défaut d'avoir un caractère magique, justement. Oui. Et donc là, je voulais revenir un petit peu aussi sur ce qu'avait dit notre collègue psychologue, c'est que quand on fait un diagnostic de 10, derrière, on n'a pas de baguette magique. Hein. Oui. La magie, on ne l'a pas. Hein. Il y en a beaucoup parlé. Il n'y en a pas. Le cartable, il s'appelle le cartable fantastique, et on me dit souvent le cartable magique, et à chaque fois, je réponds non, fantastique. Il n'est pas magique du tout. Là. Malheureusement, nous n'avons aucune solution miracle, aucun de nous, qui va permettre de faire disparaître le trouble 10, même si tous les parents la cherchent, cette solution. On parle d'ailleurs de troubles durables, me semble-t-il. Même si tous les parents cherchent cette solution, ce qu'on peut parfaitement entendre. Hein, on a assez envie qu'il y ait une rééducation qui soit utilisée 6 mois et qu'au bout des 6 mois, il n'y ait plus de soucis du tout. Hein, ça serait vraiment formidable. C'est pas ça qui se passe dans le courant. Et parce que c'est pas ça qui se passe, pour tous les enfants qui présentent des difficultés scolaires qui durent, on ne peut pas savoir comme ça en faisant un entretien psychologique et c'est tout, si on est dans le 10 ou si on n'est pas dans le 10, et donc il faut faire des bilans. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est la seule solution. Alors, parce que justement nous n'avons pas de baguette magique et que le trouble 10 va probablement persister pendant un certain temps, eh bien il va falloir non pas chercher à changer l'enfant, même si c'est un des objectifs des rééducations, mais avant tout, il va falloir chercher à changer l'environnement si on veut qu'il puisse faire une scolarité qui ne soit pas totalement pénalisée par les problèmes d'outils. Donc, les 10, il faut bien comprendre que c'est ça, c'est des problèmes d'outils, c'est-à-dire on n'a pas l'outil lecture, on n'a pas l'outil geste, on n'a pas l'outil calcul, on n'a pas l'outil orthographe, et ça, c'est bien gênant dans l'école d'aujourd'hui. Mais pour autant, parce que cet outil-là manque, c'est pas une raison pour qu'on ne puisse pas apprendre tout le reste en s'appuyant sur toutes les capacités des enfants. Et donc, un certain nombre de fois, il va falloir contourner l'outil qui gêne pour pouvoir permettre aux enfants d'apprendre. Alors, c'est vrai dans la dyspraxie, par exemple. Hein, donc, ce sont des enfants qui ont un trouble de la coordination des gestes et donc qui vont être très gênés avec l'écriture manuscrite. Donc, ils vont parfois écrire très mal, mais en plus, ils vont devoir mettre énormément d'énergie cognitive dans la réalisation du geste écrit. Donc, d'une part, ça va être très fatigant, mais ensuite, ça ne va pas être forcément fonctionnel. C'est-à-dire que, bien sûr, ils apprennent à écrire, ils savent écrire, mais quand ils arrivent en CE2 où les autres ont automatisé le geste écrit pour une bonne partie et qu'eux sont toujours à tracer leurs lettres avec de l'attention, eh ben, ils ne vont pas pouvoir aller aussi vite que les autres. Quand ils vont arriver en 6e et qu'il va falloir commencer à écrire des pages de rédaction, par exemple, ça va être compliqué. Et évidemment, au lycée, peut-être qu'ils écriront un petit peu mieux, mais ils ne seront pas au même rythme que les autres. Donc, leur écriture ne sera pas fonctionnelle. Et à partir du moment où l'écriture n'est pas suffisamment fonctionnelle pour répondre aux besoins scolaires, eh ben, il faut trouver des solutions pour leur permettre d'apprendre
sans être empêchés par l'écriture non fonctionnelle. Des solutions en 2019, il y en a une qui est quand même assez simple, qui est l'ordinateur. Qui est l'ordinateur, oui. Voilà. C'est même tellement simple que nous, à l'INSERM, on n'écrit plus à la main. Si je m'amuse à rendre mon rapport annuel écrit à la main, je pense que je vais avoir des soucis. Donc, dans le monde adulte, pour un certain nombre de gens, on utilise l'ordinateur. Donc, c'est vraiment une solution qui, en plus, est une solution qui ne va pas poser problème dans leur avenir professionnel. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, avec quand même des difficultés. C'est-à-dire que quand on est enseignant dans une classe à 25, on ne peut pas avoir plein d'enfants qui travaillent sur ordinateur. Oui, pour les petits, c'est plutôt... et donc, il va 40 falloir... du côté de la Tour Eiffel. Il va falloir que les enseignants puissent proposer... qu'on puisse proposer aux enseignants des outils pratiques pour pouvoir utiliser cet ordinateur. Je dis aussi souvent, à la fois aux rééducateurs et aux familles, quand on a 7 ans, on n'est pas sténodactylo. Oui. Voilà, on sait peut-être... Il y a aussi un rythme à adopter dans la façon dont on dispense ses cours. On peut peut-être cliquer, taper un petit peu, mais on ne peut pas se débrouiller avec je ne sais pas combien de fichiers, etc. Donc, il faut des outils spécifiques. Et ça a été la démarche du Cartable Fantastique, qui est l'association que je préside, dans lequel on croise le regard de chercheurs en sciences cognitives et d'enseignants. Quand je dis qu'on croise, c'est-à-dire que les deux expertises sont au même niveau. Il n'y en a pas une qui surplombe l'autre. Et on cherche, à partir des repérages des besoins des enfants dans les écoles françaises de la République, c'est-à-dire telles qu'on fait l'école chez nous en France, avec ses avantages et ses inconvénients, on cherche les besoins des enfants, et ensuite, avec ce croisement de regard, on cherche des solutions qui doivent pouvoir être utilisées dans les classes. Voilà. Et donc, ça nous a mené, par exemple, à créer des banques d'exercices en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, qui s'appellent les Fantastiques Exercices, et qui sont des exercices créés d'abord pour les enfants dyspraxiques, donc à partir de leurs besoins, donc des exercices numériques, et qui ensuite sont adaptés, on fait à l'envers, aux enfants standards, donc qui vont, eux, écrire à la main. Donc, tout le monde fait la même chose. Par exemple, si l'exercice, c'est recopie les phrases et entoure le verbe. Pour l'élève dyspraxique, c'est regarde ces phrases et clique sur le verbe. Voilà. Donc ils font exactement la même chose. L'enseignant corrige la même chose, mais certains sont sur l'ordinateur et d'autres sont sur le papier. Voilà. Pour les additions en colonne, par exemple. Alors, les additions en colonne, ça, c'est une des difficultés, effectivement, des enfants dyspraxiques, parce que c'est un algorithme spatial et qu'il y a pas mal d'enfants dyspraxiques qui ont un problème de repérage dans l'espace. La droite, la gauche, ils ne voient pas bien. Les angles, ils ne voient pas forcément. Et donc, ils vont, 132 plus 25, ils vont avoir tendance à aligner le 25 sous le 13 du 132. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est qu'une dizaine ou une unité ou une centaine, c'est vraiment spatial. Et donc, on va remplacer la norme de droite-gauche spatiale par une norme de couleur. Donc, on va proposer les unités en bleu, les dizaines en rouge, les centaines en vert. Ça, c'est des choses qui sont en plus souvent travaillées en rééducation avec les ergothérapeutes. Et donc, on va reproposer ça en classe. Donc, c'est des kits qu'on propose avec des cartons qu'on glisse dans des pochettes plastiques, et les enfants écrivent en gros, parce que c'est gros, au feu de Velleda. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bien adapté à la classe française, qui a beaucoup d'ardoises actuellement pour le calcul dans les écoles. Et donc, les enseignants s'en emparent très bien. Voilà. Par contre, c'est très pratique quand ils sont en primaire, mais quand ils rentrent au collège, ils ne vont pas se trimballer avec un kit épais comme ça, de classe en classe, d'heure en heure, et puis ils ne le sortiront pas parce qu'ils n'ont pas envie devant les autres élèves. Et donc, on va proposer là des solutions sur l'ordinateur avec des poseurs d'opérations qui vont reprendre ces colonnes, mais ce sera sur Word, voilà, ou sur LibreOffice. Voilà. On forme les enseignants. Existe-t-il des formations pour les enseignants, des choses qui sont mises à leur disposition, en plus de vos regards croisés? Voilà, alors ça c'est le gros souci, parce que le Cartable Fantastique, c'est pas l'éducation nationale, c'est une association
indépendante, même si on a des liens. C'est un gros souci, c'est la première demande des enseignants. Quand ils sont interrogés au niveau national, le premier besoin de formation des enseignants, c'est les enfants en situation de handicap et les enfants 10. Voilà. Pour autant, quand on regarde les plans de formation, c'est clairement pas le pôle le plus important de la formation, et une des difficultés, c'est qu'il y a peu de formation continue et qu'en plus il y a beaucoup de réformes et qu'il faut former les enseignants aux réformes. Voilà, oui, parce que quand le bac pas seulement change, les former, là ils sont sous Tranxène en ce moment, vous savez. Voilà. Donc quand on change, elles sont beaucoup trop nombreuses et du lycée, faut quand même expliquer comment on fait, voilà. Donc il n'y a pas. Alors. Je crois que le ministre a pour objectif cette année de faire avancer la question des formations. J'espère qu'il entendra ce besoin des enseignants et les conseils du conseil scientifique sur la nécessité vraiment de renforcer les formations sur les enfants à besoins spécifiques. Ça me paraît vraiment important. Mais pour le moment, c'est difficile. Alors, il y a quand même, par rapport à il y a 10 ans, il y a quand même maintenant des choses en ligne qui sont récupérables. Alors, il y a des MOOC sur la dyslexie. Il y a les banques de Franck ressources. Ramu a fait des choses. Ouais. Toi aussi, non Madame Billard aussi. Ouais. Sur le cartable fantastique, il y a plein de vidéos et d'explications sur ce que c'est que la dyspraxie. Enfin, on peut trouver des choses. Il y a une plateforme qui vient d'être mise en place qui s'appelle Cap École Inclusive, sur lequel il y a des informations par le ministère de l'Éducation nationale sur les troubles en général, mais c'est une plateforme d'information, c'est pas une formation. Oui. C'est une différence. Ouais. Et donc, c'est vraiment des formations dont il y a besoin. Alors, le cartable fantastique en fait un peu. Alors, avec l'Éducation nationale, c'est toujours un peu spécial parce qu'en général, ils ne payent pas et pas forcément les transports. Donc, faut être subventionné. Voilà. Mais c'est sûr que même si on s'y met tous, on n'y suffira pas. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On n'y arrivera pas. On ne peut pas former la totalité des enseignants français. Il y en a 800 000. Donc, il faut vraiment que ce soit à l'intérieur de l'éducation nationale, que cette expertise soit transmise et qu'il puisse y avoir dans chaque institut supérieur de l'éducation, d'abord en formation initiale, des gens qui interviennent pour former les enseignants aux troubles 10, et puis tout au long de la formation continue quand il y a des besoins, parce que les choses évoluent, parce que plein de choses. Merci beaucoup, Caroline Huron. Nous allons passer aux questions du public, ici à Paris et à Montbéliard, et ça va nous permettre d'approfondir, de rectifier peut-être certaines choses. Est-ce qu'il y a une question à Paris ? Tout là-bas. Bonsoir. On a dit qu'il y avait autant de 10 que d'enfants. Le fait de noter à l'école les performances des enfants, est-ce que c'est pas leur mettre un désavantage supplémentaire ? Mettre des notes sur leur composition des... La question des notes et les troubles de l'apprentissage. Catherine Billard. Je propose juste j'ai pas bien compris. On a dit qu'il y a autant de 10 que d'enfants ? Non. Tous les enfants sont différents avec des 10. Il n'y a pas un enfant, ils ne sont pas tous égaux dans leurs 10. Ah bah oui. Tous les cas sont uniques. Dans tous les cas, il y a autant de cas qu'il peut y avoir d'enfants, pour ainsi dire. Alors je laisse Caroline répondre sur les notes. La question des notes, c'est pas une note qui concerne uniquement les 10 en fait. C'est quelque chose qui met en difficulté un certain nombre d'enfants. Il y a des études qui montrent que les notes, quand elles sont un peu élitistes, ça aide en fait les très bons élèves qui sont déjà très bons. Voilà, donc ils deviennent encore meilleurs. Mais ça met en difficulté tous les autres qui n'ont pas des bonnes notes, et même les moyens, à qui ça renvoie quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Donc la question des notes, à un moment, il faudra se la poser, mais ce n'est pas uniquement pour les 10. Voilà, c'est en général. Après, les enfants 10, si la question c'est est-ce qu'il faut noter les enfants 10 pareil que les enfants standards, la réponse est oui, à condition qu'on ait mis en place les aménagements pour compenser le handicap quand on a fait l'évaluation. Ça n'a aucun intérêt de ne pas mettre les aménagements et ensuite, j'ai déjà vu ça chez des enseignants, et ensuite de mettre une bonne note en disant il a fait que 2 exercices sur les 5, mais c'est pas grave, je le note que sur les 2 exercices, mais j'avais mis aucun aménagement. Ça va pas. Oui, là, ça n'a plus de sens. Une forme de discrimination positive en quelque sorte. Il faut mettre les aménagements aux enfants, c'est absolument nécessaire. Donc s'ils lisent plus lentement, il faut peut-être mettre des
textes plus courts, où il faut mettre un peu plus de temps, où il faut leur permettre de mettre quelque chose qui lie à leur place, où il faut autoriser quelqu'un à lire à leur place, mais ensuite il faut les noter normalement, ça c'est important. Hein, voilà. Maintenant, la question des notes en général, c'est sûr que c'est un problème. Les noter comme les autres en tout cas. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, il y a le problème des notes, c'est un problème qui concerne effectivement peut-être la mise en confiance des enfants à l'école de façon générale et particulièrement les enfants 10, mais il ne faut pas oublier que l'apport des évaluations nationales, c'est pas la note, parce que la note on s'en fout, c'est savoir mettre en évidence les difficultés qu'a l'enfant, parce que lui il n'est pas dupe, hein, même s'il le dénie, il n'est pas dupe, pour l'aider à les surmonter. Donc c'est juste pour dissocier cet éternel problème des notes qui, moi, me rend folle, mais c'est vrai que c'est très difficile. Et peut-être qu'il faudrait transformer les notes en les progrès que l'enfant a fait et la réalité de ce qu'il a. Et c'est évident que les aménagements sont absolument essentiels. Mais ne pas entraîner dans l'histoire des notes celles des évaluations qui ont un sens important. Si je suis claire... Je me comprends. À Montbéliard, cette question des notes, est-ce que ça résonne pour vous? Il y a une question, je ne sais pas si ce sera sur les notes. Oui, mais on va peut-être, si vous n'avez rien à ajouter là-dessus, on peut passer à une autre question, bien entendu. Mais oui, si, sur les notes. Oui. Sur les notes, si ça résonne, je serais curieuse de vous entendre. Oui, alors moi je suis maman d'une petite fille de 7 ans qui fait son 2e CP, qui est rentrée dans son 2e CP il y a 2 semaines maintenant. Et effectivement, elle avait une enseignante dans la ville de ma commune qui effectivement réalisait, elle s'adaptait justement aux difficultés de ma fille parce que ma fille est 10. Et j'aimerais savoir si ça peut s'étendre à plusieurs classes. Lionel Lingesser, peut-être vous avez une idée, une réponse? Alors, je crois que, pour rappeler ce que disaient nos collègues chercheurs, c'est vrai que le diagnostic il se pose un petit peu après l'entrée dans la lecture. Par contre, le dépistage de difficultés particulières, spécifiques, et l'ensemble des aménagements pédagogiques qui peuvent se mettre en place, c'est quelque chose qui a vocation à être contractualisé. On parlait avant des outils à l'intérieur de l'éducation nationale, mais pour ce type d'aide, il y a une autre forme de contrat. Alors dans l'éducation nationale, on aime bien les acronymes, là c'est un PPRE, mais enfin qui permettrait de notifier ce qui a été mis en place, par exemple l'année dernière, pour qu'il y ait une continuité dans les aménagements qui sont à mettre en place pour cette jeune fille, pour favoriser sa réussite, hein, comme on le disait. Ce qui est intéressant quand un enfant se trouve en difficulté, c'est de lui apporter les outils, les éléments, les stratégies qui vont lui permettre de contourner ces difficultés, ou de faire ou de les créer ou de les construire lui-même, hein, une forme de vicariance qui peut se mettre en place face à des difficultés dans les apprentissages. Léonard, tu es le premier concerné par les notes. Quel est ton rapport aux notes? Alors, ça varie. On ne veut pas ton bulletin, c'est pas ça qui nous intéresse, mais toi, est-ce que finalement c'est un système de notation qui t'a perturbé, ou étant donné que tu as mis en place plein de stratégies, tu t'y fais absolument? En mathématiques, sur 5 exercices, des fois elle m'en enlevait un. Ça, c'est des choses qui arrivaient des fois. Et au fur et à mesure des années, elle a arrêté de m'en enlever. Elle a vu que j'avais pas... que ça me... C'était juste pour le temps. J'avais du mal avec le temps. Pour faire... imaginons s'il y avait un texte et qu'il fallait répondre à des questions. Et c'était vraiment là où je prenais le plus de temps. Et donc, du coup, on faisait des codes couleurs pour m'aider. Donc ça, c'est dans des autres matières qu'on faisait ça. Sinon... Et tu n'as pas droit, par exemple, à un allongement de ton temps quand tu es en contrôle ou des choses comme ça?
Le temps, des fois, j'avais du mal à arriver à finir ce que je voulais. Parce que soit je prenais trop de temps, ou soit il y a une question où j'arrivais pas à la répondre et du coup je perdais du temps sur ça. On n'a pas aménagé un temps spécial pour toi. Par exemple, un contrôle qui durait 1 heure, on te donnerait une demi-heure de plus. On l'a pas encore fait, ça. Non, mais des fois, ça arrivait que si il y avait une récréation après, que j'avais pas fini, et des fois, il me laissait un petit peu plus de temps. Mais sinon, la plupart du temps, j'arrivais à peu près à finir dans les temps. Une question à Montbéliard encore ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme la maman présente ici, je suis moi-même dyslexique, j'ai un enfant dyslexique et je suis enseignante. Et fille d'enseignante, donc les mercredis après-midi à passer à faire des dictées, je connais bien. Donc en tant que 10, je voulais témoigner en tout cas sur le fait que oui, on s'en sort, et puis on s'en sort plutôt bien, parce que je reprendrai ce que vous avez dit tout au début, il faut miser sur les talents, et les talents, il y en a toujours. Ensuite, en tant que maman d'un fils, j'ai 2 enfants, j'en ai un des 2 qui est dyslexique. J'ai été très heurtée en début de semaine en entendant quelque chose à la radio sur le fait, il a été dit à la radio que chez tous les troubles 10, il y avait une question d'alcoolisation de la mère durant la grossesse. Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir entendu. Bon, alors, là, je pense que Catherine Billard, vraiment... Chercheur, médecin, par rapport à ça. Non, parce que les semelles compensées, c'est passé, mais là, je pense que ça ne passera pas. Il y a beaucoup de choses, je suis désolée, mais la stigmatisation des mamans, elle est dure. Voilà. Et en tant qu'enseignante, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Léonard tout à l'heure. Pauvre Léonard, si en plus il n'a pas sa récré, déjà qu'il doit se concentrer davantage, c'est extrêmement difficile de mettre en place des aménagements quand on a 35 élèves. Voilà. Alors évidemment, les mamans qui boivent pendant la grossesse, que dire ? Enfin, je ne sais pas. On a tous entendu, on a tous hurlé sur la transmission de cette idée. On est tous d'accord, quand on est enceinte, il ne faut pas boire. Ça, c'est acquis. En revanche, l'émission suggérait, les intervenants de l'émission suggéraient que l'alcool était en cause dans un certain nombre d'enfants 10. Suggérait de façon très, très maladroite parce qu'il y a 2 choses différentes. Il y a l'alcoolisme fœtal. Mondain. Non. Fétal, j'avais compris. Il y a le SAF, là, je ne trouve plus le mot, et puis je n'ai pas mes antisèches, mais il y a le SAF, l'alcoolisme fœtal, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Merci, Caroline. Qui est effectivement quelque chose qui est un vrai problème, en particulier dans les endroits où il y a beaucoup d'alcoolisation, mais qui a une symptomatologie très claire, très, très nette. Et bien entendu, ces enfants, ils ont des difficultés dans les apprentissages, mais pas du tout des difficultés telles que les 10. Et puis il y a d'autre part quelque chose qu'on connaît moins bien, dont on connaît moins les signes, ni même le seuil d'alcool qui en serait responsable. Il y a ce qu'on appelle les troubles associés à l'alcool, qui n'est pas du tout ce grand syndrome. Et là-dedans, peut-être il y a des enfants qui effectivement ont des conséquences de cela, mais on ne sait pas quand. Donc halte à la culpabilisation inutile et mauvaise, sans aucun fondement théorique de ces mamans. Et merci, habituelle des mères. Grande habitude, quels que soient les troubles. Une question à Paris. Oui. Merci pour le travail que vous faites. Donc moi, ma question, c'est 2 en une en fait. Quand on fait redoubler un enfant retriplé sans rien détecter, mais qu'il aime lire et qui devient adulte, donc il s'en sort, on y a redoublé 3, 4 fois, 5 fois, et il s'en est sorti en aimant lire, avec difficulté, mais en aimant surtout lire. Quand on voit dans la même famille un autre enfant qui va marcher normalement, presque très bien, et qui n'aime pas lire du tout. Comment peut-on expliquer ça ? Comment peut-on expliquer l'amour de la lecture malgré des difficultés pour lire ? Ça s'appelle C'est la votre résilience. question ?
Et puis il y en a une deuxième que vous Et avez évoquée, qui est la résilience. Oui, c'est l'envers de la première. C'est extraordinaire. Il y a effectivement des enfants qui ont des vrais troubles importants de la lecture, dyslexie sévère, et qui lisent, même si c'est douloureux, difficile, etc. Ils aiment ça. Ben, c'est la résilience, c'est bravo. Et puis par ailleurs... Et sans avoir été détecté dyslexique, hein, je précise. Hein. Bon, c'est qu'il avait une dyslexie suffisamment sévère ou des performances suffisamment bonnes pour pouvoir arriver à compenser son trouble tout seul. Mais enfin bon, il y a des enfants qui lisent difficilement et aiment quand même lire. Oui. La plupart des enfants qui lisent difficilement n'aiment pas tellement lire. Et il y a des enfants qui lisent tout à fait normalement et qui n'aiment pas lire. Il n'y a pas d'explication scientifique à ça. Il y a un travail à faire là-dessus. Un enfant qui a très bien marché comme étant CM2, 6e, même 3e, j'en connais, et ils ne lisent jamais, et ils arrêtent les études à la 3e. C'est quand même dommage. Caroline Durand. S'ils vont bien dans la vie et s'ils font quelque chose qui leur plaît. Pas si bien que ça, justement, après. Après avoir bien travaillé en classe, ils ne vont pas si bien que ça. Alors que l'autre, qui a eu des difficultés tout le long de la scolarité, il va aller pas trop mal, on va dire. Mais peut-être que oui, cette résilience dont vous parlez. Il n'y a pas d'études faites là-dessus. Non, c'est pas une question scientifique. C'est pas pour l'heure une question scientifique. Les choix de vie des gens ne rentrent pas vraiment dans une problématique scientifique. Une question à Montbéliard. Il y a une question. Oui, bonjour. On commence à bien connaître et à prendre en compte tout ce qui est dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, dyscalculie. Qu'en est-il de la dysexécutie, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau de l'éducation nationale? Alors, je réponds, puis après tu complètes. C'est compliqué, les troubles. Il faut peut-être vous expliquer ce que c'est que les fonctions exécutives. Oui, en un mot. Et même si vous pouvez le faire, répétez le mot qui a été prononcé pour tout le monde. Je suppose que c'était les 10 exécutifs. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'ai entendu, dis-moi. Alors, ça me ramène justement au souci qu'on n'utilise peut-être pas le terme 10 plus quelque chose un petit peu à tout. Hein. On a fait la dysynchronie, on va faire le disgenre. Enfin, ça me paraît pas très bon pour les enfants. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui vous aide à contrôler nos tendances, contrôler notre tendance à faire toujours la même chose, qui nous aide à être flexible quand on a quelque chose, par exemple, aller retrouver ça si on a un coup de panique, à planifier quelque chose qui est un peu complexe et à résoudre des problèmes. Autant dire que c'est dans les apprentissages. Maintenant, si on connaît bien les troubles exécutifs liés à des lésions cérébrales, en particulier les traumatismes crâniens sévères ou les tumeurs cérébrales avec radiothérapie, chimiothérapie ou les prématuricimes, on n'est pas très, c'est pas très mûr les troubles spécifiques des fonctions exécutives. Déjà, ils ne seront pas spécifiques parce que par définition, si on a des troubles des fonctions exécutives, ça va retentir là-dessus. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, il y a des gens très bien qui travaillent là-dessus. C'est sûrement un domaine à ne pas oublier, à continuer à l'évaluer, mais c'est pas mûr qu'il y ait un syndrome dysexécutif congénital, ni surtout, c'est pas mûr ce qu'on peut faire pour ces enfants. Caroline Durand, vous avez quelque chose à rajouter? Alors, au niveau de la recherche, je pense que les fonctions exécutives, ça fait partie des fonctions cognitives. Donc, au niveau fondamental, c'est quelque chose de pas mal étudié sur leur fonctionnement. Après, il y a un livre de Michel Mazot qui a écrit un livre complet sur ça, le syndrome dysexécutif, avec un enseignant. Donc, il y a tout un tas de propositions qui ont été faites. Après, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui effectivement est transversal. Ça gêne beaucoup de choses. Donc, du coup, ça fait plein de confusions diagnostiques. On a des diagnostics de dyspraxie qui, en fait, n'en sont pas. C'est juste que les enfants font tout très vite et mal. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui, je pense, commence à être connu. Puis, il y a des propositions de
de traitement. Ça peut, il y a, enfin, le Concerta, la Ritaline, ça peut marcher sur certains troubles exécutifs. Donc bon, voilà. Je dirais pas que c'est pas connu. Je pense que c'est pas mal étudié quand même, non? Juste, Caroline, en fait, on a tendance à confondre ou à mettre dans le même panier ce qu'on appelle les troubles déficitaires de l'attention, les TDAH, et les troubles dits exécutifs. C'est évident que l'attention fait partie, et le premier temps, des fonctions exécutives. C'est quand même pas tout à fait pareil. Les enfants qui ont du mal à faire attention et qui, du coup, font un peu à toute vitesse, etc. Et justement, les troubles exécutifs qu'on connaît si bien dans les lésions cérébrales. C'est tout. Et on a des choses pour les troubles de l'attention. Comme toujours dans ce domaine, on n'a pas de miracle. On a des choses pour les troubles de l'attention, y compris des médicaments pour lesquels ça n'est pas non plus la solution miracle, mais il ne faut pas les jeter en disant que c'est une drogue. Une question à Paris. Oui, bonsoir. Je voulais savoir ce qu'on retrouvait dans les bilans. Est-ce qu'il y a des tests et par qui ils sont faits? Les bilans. Je peux répondre? Oui, bien oui. J'ai beaucoup travaillé sur l'évaluation, comme vous imaginez, et en particulier, j'ai beaucoup travaillé sur les outils pour l'examen de première intention d'un enfant qui est en difficulté. C'est-à-dire des batteries qui sont des batteries cliniques, mais très étalonnées. La dernière qui est sortie est la batterie modulable de test informatisé, la BMTI, qui est sortie. Et si vous voulez, l'objectif, c'est, vous avez une question. L'enfant, il est en difficulté, et il y a une série d'épreuves, toute une série d'épreuves, au choix, en fonction de la question, qui permettent de la moyenne section de maternelle à la 5e, de pouvoir dire, derrière cette question, cet enfant, il est en difficulté en langage oral, ou il est en difficulté en graphisme, ou en raisonnement, ou il est en difficulté dans l'apprentissage de la lecture et l'orthographe, ou dans les mathématiques, vous voyez, y compris dans l'attention et les fonctions exécutives. Donc ça existe, c'est diffusé, il faut du temps, il faut une formation, et c'est ouvert à tout le professionnel de la santé, pour le moment, qui va rencontrer l'enfant en difficulté. Puis après ça, c'est pas la seule chose et ça ne résout pas tout, mais après cela, en fonction de ce que présente l'enfant, ça permet de choisir les évaluations spécialisées qui vont être nécessaires. Donc, par exemple, de dire il faut qu'il y ait une évaluation psychologique par le psychologue scolaire ou par un psychologue en ville. Il faut qu'il y ait un bilan orthophonique du langage oral ou un bilan orthophonique du langage écrit ou un bilan orthophonique, non pas logico-mathématique, mais tant pis, je dirais tout ce soir, de la cognition mathématique. Enfin, des choses qui sont relativement importantes. Donc, si vous voulez, mais oui, les outils existent. Je dirais même qu'il faut absolument imposer qu'ils soient utilisés, qu'ils soient bien utilisés, et surtout, ce qui est le plus difficile, que l'interprétation apporte à des bonnes conclusions, à des bonnes aides pour les enfants. À Montbéliard, dites-moi, au sujet de ces bilans, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir travailler sous forme de diagnostic pluriprofessionnel. C'est-à-dire que, en tant que psychologue, je suis positionné sur ces situations, mais je vais travailler avec l'orthophoniste et le médecin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de croiser les évaluations faites avec des outils spécifiques à chaque profession et les analyses, les interprétations, afin de déterminer vraiment ce qui peut être déficitaire, et puis parmi ce qui est déficitaire, ce qui pose problème à cet enfant. Parce qu'on l'a dit, le trouble spécifique, il porte bien son nom. C'est-à-dire que en fonction de tel enfant, dans telle école, avec telle famille, eh bien, les types d'aménagements à mettre en place ne sont pas les mêmes. Autrement dit, c'est vraiment un diagnostic fin, armé, dans le sens où on travaille avec des outils normés, comme on l'a dit, et l'importance de travailler avec
plusieurs professionnels avec l'avis de la famille, hein, l'importance de l'approche clinique des situations me paraît déterminante et efficace pour la mise en place d'un diagnostic et de remédiation intéressante. Une question, Anne Montbéliard. Bonsoir, merci. Je crois savoir qu'il y a une intervenante qui est un peu spécialisée en dyspraxie. Et, Caroline ma Roux. Oui. Et ma question, c'était, j'ai l'impression que la dyspraxie, ça impacte différents domaines, la logique mathématique ou d'autres. Enfin, il y a différents troubles liés à la dyspraxie. Et donc, si on pouvait juste nous en reparler un petit peu pour mieux comprendre ce que c'est et éventuellement les contournements qui peuvent exister, qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider les jeunes enfants par rapport à ça. Merci. Alors, la dyspraxie, ça a pour particularité d'abord d'être un problème de geste. Ça impacte toute la coordination des gestes. Donc déjà, le premier défaut de ça, c'est que du coup, ça ne s'arrête pas quand on sort de l'école et ça commence dès qu'on se lève le matin. Puisque le matin, il faut s'habiller, il faut mettre ses boutons, il faut mettre ses chaussettes, il faut tartiner sa tartine, il faut remplir son verre de lait, etc. On a besoin des gestes tout le temps. Donc ça, c'est déjà une particularité qui est importante à connaître, c'est qu'on ne peut pas arrêter la dyspraxie pendant les vacances, alors qu'on peut décider de laisser tranquille un petit dyscalculique ou un petit dyslexique avec la lecture pendant l'été. Le geste va être toujours gênant. Ensuite, il y a un problème d'orientation dans l'espace, je l'ai dit tout à l'heure, donc du coup, ça va être gênant. Il y a des enfants qui ne voient pas les différences entre les angles, qui ne voient pas qu'une forme géométrique forme un tout, ils voient des segments. Donc il y a des problèmes de perception visuospatiale, enfin de traitement de l'information visuospatiale. Et puis, il peut effectivement, nous on a fait des études sur les compétences numériques de base, puisque c'est une des spécialités du laboratoire. Et ce qu'on montre, c'est que le sens de la quantité qui est quelque chose d'inné, le bébé, le singe savent différencier des quantités, mais avec l'éducation scolaire, avec l'école, on raffine ce sens de la quantité, c'est-à-dire qu'on peut être capable de distinguer 8 et 64 quand 8 points et 64 points quand on est, et avec l'éducation, on va devenir capable de distinguer 32 points de 64 points, donc ça se raffine. Et ce raffinement de la perception de la quantité, il n'est pas aussi bon chez les enfants dyspraxiques que chez les enfants contrôle. Pour autant, on a montré aussi que dans une tâche de ligne numérique, qui est une tâche, par exemple, on va de 0 à 100, il y a un trait, par exemple, au niveau de 72, et il faut deviner que ça correspond au nombre 72. Et pour faire ça, il faut des stratégies, il faut repérer où est le milieu de la ligne, il faut aller à l'extrémité et pouvoir estimer à quel nombre correspond le trait. C'est une estimation. Et en fait, les enfants dyspraxiques estiment de façon moins précise, c'est-à-dire que là où les autres vont se tromper, ils vont dire entre 62 et 82 pour 72, eux, ils vont dire entre 52 et 92. Mais par contre, ils vont d'une part utiliser la même stratégie et ensuite comprendre parfaitement que la répartition des nombres est linéaire, c'est-à-dire qu'entre 0 et 10 et 90 et 100, il y a le même écart. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec l'école. Donc la compréhension des concepts de mathématiques, en tout cas, cette étude, elle montre qu'elle est là. Voilà. C'est pour cette raison-là que moi, je ne suis pas favorable à l'idée qu'il faut empêcher les enfants dyspraxiques de faire des maths, parce qu'il y en a qui en font, il y en a qui deviennent ingénieurs, mais par contre, il va falloir accepter de mettre en place des moyens de compensation, et pour certains, ce sera la calculatrice en primaire. Mais avec la calculatrice, une fois qu'ils ont compris le principe de l'opération, ils vont pouvoir avancer et continuer à avancer à l'école et à comprendre tous les concepts qui sont quand même la base des mathématiques. Voilà. Une question à Paris. Bonjour, moi j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez des recherches des chercheurs forcément, Guy Ropart et Albert Le Floch, à propos de l'asymétrie des tâches de Maxwell. Ça ne parle pas. Voilà, c'était la réponse. Je suis
désolée, je suis pas political correct. Oui, il y a eu, on était un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé sur le parcours des soins. Rapidement, Catherine Billard, est-ce que vous voulez rappeler cette histoire de Maxwell, de Repart et tout ça? Oubliez là les tâches de Maxwell. Non, mais rappelez-la pour qu'on l'oublie. Un groupe de chercheurs, entre guillemets, de la Royal Academy anglaise qui ont dit qu'on pouvait voir si un enfant était dyslexique en regardant son fond de l'œil. En gros, c'est peut-être pas son fond de l'œil, mais enfin, en tout cas, sur le plan... et que ça pourrait déboucher même sur des interventions sur l'œil qui régleraient la dyslexie. Donc on a fait on lui a demandé si ça avait été répliqué, comment on pouvait faire, etc. Oubliez les tâches de Maxwell. Caroline Durand, vous êtes d'accord? On oublie? Alors, c'est les tâches de Maxwell ou c'est cette lampe magique là qui a été publiée dans l'Ouest voilà. Voilà. Bon, c'est pas démontré, hein, voilà, donc c'est toujours assez compliqué. Il n'y a pas une logique totale parce que quand même, alors il peut y avoir des dyslexies d'origine plus visuelle, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un problème aussi phonologique, enfin, et donc on a un peu de mal à voir le lien là, théorique entre la lampe et le problème phonologique. C'est pas évident, voilà. En tout cas, tout ça, c'est pas démontré, quoi. C'est des gens qui décident que, mais c'est pas démontré. Faut vraiment se méfier parce que des techniques comme ça, moi, quand à un moment, j'animais une liste de parents et donc j'apprenais tous les 2 mois qu'on avait soit trouvé le gène de je sais pas quoi, de la dyslexie, de la dyspraxie, soit trouvé une méthode miracle. Et donc, à chaque fois, je retournais à l'article de base, l'article scientifique, c'est-à-dire l'article publié, et c'était jamais aussi miraculeux que ça. Personne n'a trouvé pour le moment le gène du trouble, et personne n'a trouvé la méthode de remédiation miracle. Vous pensez bien que s'il y avait des méthodes de remédiation miracle, on les appliquerait tout de suite, quoi. On demande que ça, hein, que les enfants aillent mieux. Donc, voilà. Donc, non, c'est pas des données validées scientifiquement. Pas de miracle, pas de magie, et pour autant, pas de fatalité. De la résilience, des outils pour vivre tout à fait bien, comme la maman de Léonard et Léonard. On peut finir là-dessus, je crois que c'est pas mal. Hein. Et puis peut-être sur nos réponses au quiz, parce qu'ils sont tous restés pour avoir les réponses, évidemment. Combien d'enfants présentent en France plusieurs troubles de l'apprentissage? 40%, c'est ça? On ne peut pas savoir, voilà. On ne peut pas répondre scientifiquement, comme dirait Caroline, à cette question, à ce quiz. On ne peut pas répondre. Alors, on ne répondra pas. Je dirais plutôt 10-20%. Hein. Et alors, pour cette question 2 qui vous a fait frémir, trouble de l'orthographe et de l'écriture souvent diagnostiqué tardivement, c'est-à-dire à l'école primaire, pour être associé à une dysgraphie, ça vous dit quelque chose, ça, ou c'est... C'est pas un trouble de l'orthographe. Alors moi, je le dis, je le répète dans toutes les conférences. Il ne faut pas confondre la dysorthographie et la dysgraphie, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Non, en tout cas, ça peut être associé à une dyslexie. Vous avez raison, mais ça ne faisait pas partie des réponses. Hein. D'accord. Les réponses, vous nous disiez dysgraphie, etc., dyscalculie. C'était pour voir si vous étiez... Ouais, c'était... Mais oui, vous pensez bien. Question 3. Le développement des troubles 10 sont directement liés à l'environnement socio-culturel de l'enfant? Non. Faux. Ils ne sont pas directement liés, mais ils sont aggravés. Ils peuvent être aggravés, ils peuvent être aussi peut-être... ils sont plus méconnus pour les raisons qu'on a dit, oui, tout à fait. Merci. C'est peut-être aggravé, mais c'est aussi que le handicap va être différent, ce qui est pas juste. Hein, c'est un gros souci, mais toutes les études montrent que le handicap va être beaucoup mieux compensé dans les familles qui ont toutes les ressources pour ça. Et donc c'est un problème parce qu'il va falloir du coup mettre en place des moyens de compensation dans les écoles. C'est aussi un problème parce qu'on ne les repère pas. Hein. Je veux dire que quand ils ne sont pas repérés. Moi, je sais que le cartable fantastique, par exemple, on nous avait demandé d'intervenir dans les quartiers où il y a des politiques de la ville. Et en fait, souvent, on ne peut pas parce que les enfants ne sont pas diagnostiqués. Voilà. Et une autre des difficultés de ça, c'est que les prises en charge par les ergothérapeutes, etc., ne sont pas remboursées. Hein, psychomotriciennes, les bilans, tout ça, c'est pas remboursé. Et que donc, les enfants ne vont pas pouvoir aller faire un bilan chez une ergothérapeute ou une psychomotricienne très simplement, parce que c'est cher.
Et c'est pour ça que vous nous êtes si précieuses et si précieux à Montbéliard. On va vous remercier. Merci beaucoup à Catherine Billard. Merci à Caroline Huron ici à Paris. Merci à Lionel Lingelser à Montbéliard. Et merci également à Léonard et à sa maman. On te souhaite toute la réussite du monde. Merci à vous. Merci à nos techniciens chéris. Merci à Montbéliard au Pavillon des Sciences, à Paris à Universcience. Et vous trouverez ici, pour consultation, je crois seulement les ouvrages de nos invités à Paris. Nous nous retrouvons, nous, le 5 décembre. Le cœur des femmes et des hommes, quelle différence. C'est joli comme intitulé. D'ici là, je vous souhaite une belle entrée dans l'automne. À bientôt.